Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Expérience Santé, le premier talk show dédié à la santé intégrative. Vous en avez l'habitude maintenant. Je dis ça comme s'il y avait au moins 10 000 émissions, comme si c'était 3 quotidiennes, bien installées, une audience explosive qui fonctionne quand même très bien sur YouTube. Donc merci de vous abonner, de mettre un pouce, je fais le youtubeur, un pouce en l'air, un like, un partage, je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder ces émissions qui proposent du fond et du fun, de l'expertise santé, mais aussi de l'humour. Je vais présenter les invités du jour avant de présenter le sommaire et je vais commencer par Catherine Blanc. Juste après l'humour, je trouve ça Juste génial. Après, ben oui, non, l'humour, l'amour. D'accord. Catherine Blanc, qui est psychothérapeute psychanalyste. Voilà, j'ai répété toute la matinée, psychanalyste et sexologue. Ça, par contre, je ne pouvais pas l'oublier. Donc, psychanalyste et sexologue. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien, merci Fabrice. Contente d'être ici. Très. Bien entourée. Parce que je peux vous dire. Merveilleusement entourée. Je peux vous dire que le plateau, là, c'est la première fois que vous participez à cette émission. Oui. Je vous ai envoyé les sujets exceptionnellement parce que c'est vous la veille. Non, ce matin, puisque je les ai découverts ce matin avant d'arriver là. D'accord. Donc c'est-à-dire. Mais vous avez révisé du coup? Non. Bon. Qu'est-ce que vous avez pensé de la qualité des sujets? Eh bien, ça me paraît très... Alors, il y a des sujets où ça va être assez et d'autres où ça va être un peu plus... Et d'autres où je vois bien le sens par rapport à la sexologue. Bien sûr, mais oui, non, mais vous êtes là. Mais c'est une aventure, je trouve ça formidable. C'est une aventure, évidemment. À vos côtés, nous avons le médecin de santé publique, épidémiologiste, Martin Blachier. Bonjour Martin. Bonjour. Martin, on a fait une émission ensemble avec Patrick Martini. Je me suis dit, il faut que vous fassiez une émission Expérience Santé avec nous, c'est obligatoire. Je pense que votre avis éclairé va nous permettre d'avoir des conversations non seulement intéressantes, mais animées. Est-ce que vous savez pourquoi? J'ai eu le sommaire, moi, il y a 5 minutes, et effectivement, non, les sujets m'inspirent plutôt, et je pense effectivement qu'il va y avoir un certain nombre d'échanges, et puis j'ai parlé un peu avec les gens du plateau, et j'ai compris que c'est des gens qui aimaient bien confronter les idées. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'en face de vous, il y a Christian Vélo, toujours dans la génétique moléculaire. Ouais, toujours, oui, je ne suis pas changé. Oui, non, on ne sait pas, c'est des reconversions, des fois, hop, on est généticien, le lendemain on est boulanger, vous ouvrez, on ne sait pas. D'ailleurs, vous n'avez pas prévu de changer, là, de vous installer ailleurs, vous continuez encore votre activité? Oui. Vous n'avez pas besoin de vous évader au soleil, aller pêcher, une petite barque, non? Non, j'ai encore 20 ans devant moi, donc... Vous êtes bien optimiste, mon cher, mon cher Christian. Et puis, évidemment, celui dont on se demande pourquoi il est là. C'est vrai que on se demande. Ben ouais, on se demande, mais tu reviens à chaque fois. C'est important. Jocelyn Lemoine, qui est le patient zéro, humoriste de formation, professeur de stand-up aussi, pour tout vous dire, et qui est celui qui n'y connaît pas grand-chose, mais qui permet, comme nous, en fait, comme moi, en vérité, d'avoir l'avis du patient. Et je reçois beaucoup de messages, merci d'être là, de rendre le propos... Intelligent, ouais. Audible. Tu reçois énormément de messages. Bon, les professionnels de santé écoutent-ils encore vraiment leurs patients? On va en parler dans un instant. Cancer, fatalité ou pandémie, c'est également au sommaire de cette émission. Et puis, l'intelligence artificielle est-elle en train de remplacer l'intimité? On peut se poser la question, et vous allez voir pourquoi dans un instant. Chaque sujet sera évidemment lancé par soit des micro-trottoirs, soit des reportages terrain de nos envoyés spéciaux. Chaque fois, on fait évoluer l'émission. Chaque fois, on a des envoyés spéciaux maintenant. On a toutes des équipes. Fin d'émission, le Nutridico, bien évidemment, le jeu que tout le monde plébiscite. On saura si Valentin à la Réal va enfin lancer la bonne musique au bon moment. C'est surtout ça le jeu. Est-ce que Valentin lancera la bonne musique au bon moment? Et puis, après la météo, le journal et le film avec... C'est la question clavier. Voilà, avec les visiteurs, évidemment. On fait comme si on était vraiment à la télé, en fait. Ça ne s'arrête pas. Bon, allez, c'est parti pour le premier sujet de Expérience Santé. Des professionnels de santé de plus en plus débordés, des rendez-vous qui prennent un temps fou quand on a quelques petites complications, les urgences du coup qui se remplissent. Est-ce que finalement les professionnels de santé ont encore le temps d'écouter leurs patients? Est-ce que nous, patients, on sort frustrés parfois de la visite chez le médecin? C'est la question qu'on peut se poser. Et avant de vous entendre, mesdames, messieurs, Valentin, je vous propose d'écouter le premier micro-trottoir de cette émission. Oui. Non, moi celui que j'ai est extraordinaire, donc même à la fin il me fait un gros câlin, donc il est super solaire, au top.
Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des médecins manquent d'empathie. Et de fait, quand vous ressortez souvent avec des questions et des attentes pour lesquelles ils ne vous ont pas répondu. Non, parce que je choisis bien mes médecins, je sais qui va m'écouter ou non. Et généralement, quand on m'écoute pas, je change de médecin et je prends quelqu'un avec qui je suis à l'aise. Oui, souvent, parce que je pense que déjà, quand on va voir son médecin traitant, il vous écoute plus. Donc, il vaut mieux aller consulter, quand on a la possibilité, un autre médecin. C'est comme le coiffeur, en fin de compte. Coiffeur habituel, il vous regarde plus, et comme vous êtes chez un autre coiffeur, vous changez radicalement de tête. Non, c'est réel. Non, il fait des câlins à tout le monde. Hein. Ah non, un super papy, top. Oui, c'est vrai qu'on a demandé. Quand elle a dit il finit avec un câlin, on a quand même poussé la question, savoir si il fallait pas appeler notre service pour aller. Mais bon, en tout cas, c'était partagé. On pourrait croire que les gens ne se sentent plus écoutés par le médecin, et finalement, non, c'était partagé. Alors, c'est pas représentatif, évidemment. Ça vaut ce que ça vaut. On n'a pas interviewé 10 000 personnes. Mais néanmoins, sur ce petit échantillon, c'était partagé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Martin? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les médecins, ils ont encore le temps d'écouter leurs patients, ou on est dans des urgences qui nécessitent de faire un peu de... Je pense que le système fait qu'ils ont de moins en moins de temps. Puisque dans n'importe quelle structure de soins, effectivement, on leur demande de faire plus avec moins. Et ça, c'est une réalité. C'est pas du tout partisan de dire ça. Hein. C'est les chiffres qui le montrent. C'est lié aussi à la structuration du système de santé. On a des moyens qui sont réduits, on n'a pas de barrière à l'entrée, donc ça veut dire que voilà, les médecins généralistes, parfois, ils ont 50 consultations dans la journée. Aux urgences, j'entendais récemment un père qui avait emmené son enfant la nuit, c'était 9 heures d'attente, il est reparti à 4 heures du matin. Donc là, on se doute bien que le temps d'écoute, il est moins important. Néanmoins, je pense que les médecins ont à cœur quand même d'écouter les patients, et puis de toute façon, c'est difficile de prendre en charge quelqu'un qu'on ne l'écoute pas un minimum, mais c'est sûr que je pense que c'est optimisé et qu'on limite les temps d'échange qui ne sont pas purement dans l'anamnèse médicale, quoi. Catherine, qu'est-ce que ça suscite? Alors vous êtes plutôt dans l'écoute, donc prenez le temps, mais est-ce que justement, il y a des gens qui viennent vous voir et qui partagent ce fait de... Ils sont contents de vous voir parce que non seulement ils peuvent confier leurs problèmes, mais au moins ils sentent qu'il y a un professionnel de santé qui les écoute. Et est-ce que ça génère aussi de la frustration d'être pas forcément écouté? Alors, il témoigne effectivement de ne pas être écouté, mais pas seulement, parce que les médecins, effectivement, ils savent bien que c'est aussi l'enjeu de la consultation médicale, qu'il y a un temps qui est limité. Donc, en général, ce qui se passe dans mon cabinet, c'est qu'ils vont prendre le temps d'exprimer leur anxiété, parce que qui dit besoin d'être écouté, c'est besoin d'être écouté pour une anamnèse de qualité, mais là, le médecin sait faire cette anamnèse, mais c'est aussi, le patient a besoin d'exprimer ce qu'il vit. Et c'est là qu'il y a une échelle de valeur différente, qui arrive aux urgences des urgences et des moindres urgences. Mais le niveau de stress du patient peut l'amener à être aux urgences alors qu'il n'aurait pas lieu d'y être, bien qu'il encombre ce cadre-là. Dans le cadre de la consultation, ils peuvent justement appréhender leur rapport à eux-mêmes, aux symptômes, à l'inquiétude, ceux qui sont hypocondriaques, ceux qui ont des angoisses de mort colossales, pour pouvoir faire redescendre un peu le niveau de stress, pour pouvoir aborder paisiblement et la consultation et la confiance dans le médecin. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé avec, ça m'est souvent arrivé de travailler avec des patients sur l'idée qu'ils se faisaient a priori négative du médecin qui pourtant veut l'aider et le sauver, avec un sentiment de ne pas avoir de place, et pouvoir restaurer la confiance dans le patient, mais qui en fait ne raconte pas tant le médecin, quand bien même il serait pressé, c'est raconte le patient et sa difficulté de s'offrir avec confiance aux soins de l'autre, ce qui raconte des histoires personnelles tout à fait différentes. Et on n'est pas tous égaux là-dessus. Ah non, on n'est pas tous égaux, ça c'est clair. Christian, est-ce que stress, cortisol, inflammation, est-ce que finalement être mal écouté peut rendre malade, plus malade? Ça n'arrange pas les choses, mais je crois que la situation, ça reste du cas par cas, effectivement. En ce qui concerne les généralistes, on a souvent une proximité plus grande avec son généraliste qu'avec un milieu hospitalier où on arrive de façon totalement imprévue et sur une période relativement courte. Mais parfois, quand justement on va à l'hôpital et quand on est les proches d'un patient
qui est dans une situation assez grave, souvent les médecins, mais pour des raisons qu'on peut comprendre, des raisons de conjoncture, hein, les médecins n'ont pas suffisamment de temps à consacrer à la famille pour expliquer, et là ça crée de l'angoisse, et quand les proches d'un patient sont angoissés, le patient est angoissé aussi, et ça n'arrange pas les choses. Donc effectivement, on a l'impression très souvent qu'à l'hôpital, les médecins sont des super techniciens, mais qu'il leur manque peut-être cette approche, ce contact avec le patient et ses proches. Moi, c'est souvent ce que j'ai ressenti quand j'ai eu des proches à l'hôpital et que j'avais envie d'échanger avec le médecin, d'en savoir plus, etc., de comprendre. Même quand on est la personne référente, c'est très difficile d'avoir le temps, d'avoir le rendez-vous, où on peut prendre le temps d'échanger, de comprendre ce qui se passe, etc., quelles sont les alternatives, quels sont les espoirs. Alors, les hôpitaux, normalement, ils sont... Oui, mais bon, ils sont débordés. Donc, effectivement, il y a cette raison-là. Puis, peut-être aussi un problème de formation dans le cursus médical. C'est-à-dire que, voilà, on sélectionne les médecins en première année sur des maths dont tout le monde se fout et dont personne n'aura jamais besoin dans sa carrière de médecin. Et puis, par contre, il y a peut-être... moi, je serais partisan qu'on fasse peut-être un peu plus de philosophie et de psychologie dans le cursus des études médicales. Voilà. L'appel est lancé, si on peut tout changer, donc, en tout cas là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Martin ? Je pense que ce qui est vrai, c'est que c'est pas comme ça que sont formés les médecins, c'est pas forcément ce qu'on attend d'eux non plus. Je pense qu'il y a plein d'études qui montrent que le patient, il veut être écouté, mais ce qu'il veut d'abord, c'est avoir un médecin qui est très performant sur le plan technique et médical. Donc c'est quand même ça que les gens viennent chercher. Les études sont déjà longues, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Par contre, la question, c'est est-ce que le médecin doit tout faire ? Et je pense que la révolution qui attendra la médecine, c'est de travailler en équipe. C'est-à-dire d'arrêter d'avoir un fonctionnement très artisanal, c'est-à-dire un patient qui vient voir un médecin, et peut-être un patient qui vient voir une équipe. Et ce qui manque en fait dans la médecine aujourd'hui, spécialement en France, c'est la structuration. C'est-à-dire être inclus dans quelque chose qui est organisé, structuré, où on peut faire un retour d'expérience, où c'est pas parce qu'on a une maladie qu'on doit parler que aux spécialistes techniques de cette maladie. Et toute cette organisation-là, elle n'est pas faite, parce qu'en fait, le système n'est pas organisé comme ça, et c'est pas adapté en fait à cette côté multidisciplinaire de la médecine. En fait, le multidisciplinaire, on en parle tout le temps, mais l'organisation du système, elle n'est pas du tout faite pour ça. Alors, Jocelyn, toi, tu es le patient. On a vu dans les émissions précédentes que, tu vas pas forcément chez le médecin tout le temps. Genre un peu, tu es dans l'urgence. Toi. Si tu vois, c'est que vraiment, il y a quelque chose. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller chez le médecin, alors pour toi, pour tes enfants, et de ne pas te sentir écouté? C'est quoi ton expérience? Oui, c'est totalement ça. Moi, elle a un créneau de 15 minutes qu'elle veut respecter. Donc, parfois même, elle véhicule son stress. Tu sens qu'il faut respecter ces 15 minutes, il faut se dépêcher, il faut dire pourquoi on est là. C'est tout le temps désagréable, à chaque fois que je vais chez elle, en tout cas, que ce soit pour les enfants surtout, parce qu'on a plein de questions à poser. Et, tu sens que si tu dépasses ce créneau de 15 minutes, allez, hop, on verra la prochaine fois. Donc non, c'est pas une partie de plaisir d'y aller. Et je rejoins un peu tout ce qui est dit, c'est dommage. Après, le médecin, il touche 25 €, pour 25 ou 30 € pour ces 15 minutes. Donc, il peut pas non plus... Enfin, il a un modèle économique. Toujours l'argent, mais... Non, mais il faut savoir qu'un médecin, il est comme n'importe quel artisan, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est tellement comprimé, le coût de la consultation, que il suffit de voir son modèle économique, quoi. S'il fait pas ça et qu'il prend 1 heure par consultation, en gros, il gagne pas sa vie, quoi. Et puis, il a des charges, donc... Il faut se mettre à la place aussi du médecin. Mais oui, non, mais bien sûr. Il donne en fait, on lui donne 30 €, il en donne pour 30 € aussi, quoi. Ça reste un libéral, quoi. Et je dirais aussi que prendre le temps de l'écoute, c'est aussi se charger émotionnellement. Et on ne peut pas en un quart d'heure, ou même si ça durait une demi-heure, on ne peut pas prendre l'émotionnel du patient et lui dire « Ah, c'est le temps, il faut sortir ». Moi, je vois dans ma consultation qui est combien plus longue, eh bien, quand au moment où il faut que j'arrête parce que j'ai le patient suivant qui m'attend et qu'il n'est pas question de le mettre à cause du précédent en difficulté, eh bien, si à ce moment-là, la personne fond en larmes, c'est extrêmement difficile de l'accompagner jusqu'à la porte avec son chagrin. Donc, plus on va rentrer dans l'expression de l'angoisse d'un papa avec ses enfants, pour prendre ton exemple, évidemment que plus ça devient un chantier incroyable, émotionnellement également pour le médecin, parce qu'à un moment donné, on a envie de dire, bon là, je m'arrête, parce que là, il se joue quelque chose d'important. Or, il ne peut pas. Il a 50 patients, effectivement, dans sa journée.
Oui, c'est ce qu'on oublie, nous, en tant que patient. Nous, on se positionne en tant que patient et le médecin en tant que médecin. Voilà, c'est-à-dire qu'on vient avec son angoisse chez le médecin, parce qu'il y a de l'angoisse, inévitablement, et on attend de lui qu'il soit un super-héros, et à la fois, on ne réalise pas que, justement, plus il va accueillir, plus il touche à sa matière intime, et que ça vient mettre un petit peu le désordre dans son anamnèse, dans son efficacité, dans son côté un peu directif, qui est nécessaire et qu'attend le patient. Parce que si le patient repart sans ordonnance, et il a l'impression qu'il s'est fait avoir, il est oui, venu que c'était pour rien. une consultation pour rien. Même si toucher mon intime, parfois, ça peut être agréable. Alors, mais est-ce qu'on ne vient pas chercher aussi Ça dépend du médecin, ça. Ça dépend du médecin. Vous allez voir ton urologue récemment? Oui, figure-toi que oui. Alors, Tout va bien? Pour un varicocèle, c'est très... il a pris son temps. Il a pris son temps, il ressemblait à Christian d'ailleurs. C'était physique, quoi. C'était physique. Bon, on va arrêter là sur les détails. Est-ce qu'on ne va pas chercher parfois chez le médecin, et là je ne parle pas forcément de l'hôpital, on est vraiment dans l'urgence, mais médecin généraliste ou spécialiste, déjà une validation émotionnelle plutôt qu'un diagnostic? Parce qu'avec l'explosion des maladies chroniques où on est dans une espèce d'errance et ça va jamais mieux, mais est-ce que quelque part on va pas chez un médecin pour au moins qu'il valide notre émotion et pas lui dire non mais vous faites des idées, vous inquiétez pas, ça va passer? C'est extrêmement intéressant. Moi, c'est ce que je pense profondément. C'est-à-dire que c'est un débat aussi qu'on a sur l'IA. Est-ce que l'IA va remplacer le médecin? Et une des raisons qui fait qu'à mon avis ça ne pourra pas remplacer le médecin, c'est qu'en fait le médecin il prend la charge. Pour moi, c'est vraiment ça l'image. C'est-à-dire que le patient, il vient avec, comme s'il avait un nuage autour de la tête, une espèce de charge émotionnelle, une inquiétude, une angoisse. Et en fait, il veut que quelqu'un prenne cette angoisse, l'analyse et dise « vous inquiétez pas, je vous en ai débarrassé ». Et puis après, ça va se recharger. Et donc après, il va retourner chez le médecin. Et ça, c'est une espèce de vidange, en fait, d'anxiété, d'accumulation, d'incertitude que le médecin va venir réconforter. Et ça, c'est ce que l'IA peut faire. Elle peut le faire parce que parfois, l'IA, elle est entraînée à donner des messages un petit peu réconfortants. Et c'est vrai que aussi, elle cherche une prescription, mais parfois, il ne faut pas se faire d'illusions. Même la prescription, et elle-même a comme objectif de libérer de l'angoisse. C'est-à-dire que... il y a une solution. Il y a une solution. Et donc, il y a une ligne sur une ordonnance et ça participe de rendre concret l'intervention du médecin en plus du discours. Et après, quand on va en pharmacie... Et ils ne le prennent pas. Et après, quand on va en pharmacie, est-ce que vous avez déjà observé ça? Vous allez chez le médecin, il vous donne, il faut une prescription, vous dites, bon, ok, machin, et vous allez à la pharmacie, et le pharmacien dit... Pourquoi vous avez donné ça? Ça t'est déjà arrivé, toi, ou pas? Comment c'est que vous avez prescrit ça? Toi, tu sors un peu... Je sais pas, moi, c'est lui le médecin. Tu sors un peu soulagé, et le pharmacien, tu dis... Dis non, Josiane. Ou à l'inverse, comme il sort soulagé, il a toutes ces lignes qui sont un peu comme une bouée de sauvetage. Et puis une fois soulagé, il dit bon, mais finalement, je ne vais pas prendre tout ça. Et il trie, le patient trie ce qu'il va prendre. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, c'est très très vrai. C'est vrai. Hein. Selon, en fonction du prix aussi, ce qui est remboursé. Ça, c'est pas remboursé. Oh, ça va mieux. ça va Finalement, mieux. ça va. C'est Finalement, ça qu'il fallait prendre surtout. Ouais, mais ça va. Bon, allez, je pense que... Oui. Juste pour rebondir sur... Vous êtes qui, monsieur? C'est pas, vous êtes intervenu comme ça. Je suis passé, j'ai entendu, ça m'a intéressé. Ah, bah, allez, Ouais. Parce que j'ai entendu parler des maladies chroniques. Oui. Et justement, quand on parle de maladies chroniques, ce sont pour l'essentiel, ça c'est le terme politiquement correct, hein, maladie chronique, c'est des maladies environnementales. Donc il faut prendre en compte l'environnement du patient. Et ça, effectivement, en un quart d'heure, c'est pas possible. Et donc ça pose la question de la rémunération du médecin. Oui. Parce que si le médecin était mieux rémunéré, il pourrait consacrer plus de temps. Parce que c'est important de prendre en compte l'environnement. Mais quand je parle de l'environnement, là, je ne parle pas du trou du cul des oiseaux. Hein, je parle de l'environnement au sens large. Merci pour cette image. Non, mais l'environnement au sens large de l'individu. Je prends un exemple concret. Moi, je suis allé voir une dermato parce que j'avais un doute sur un grain de beauté. Bon, bah, très bien, je l'avais jamais rencontrée, elle me connaît pas, donc elle me fait son diagnostic, elle me demande si j'ai des antécédents de mélanome, bon, très bien. Bon, les antécédents, ça c'est l'aspect génétique, hein, purement génétique, parce que tous les médecins ont été formés au tout génétique, comme nous les scientifiques d'ailleurs, les biologistes. Et par contre, tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire
ce qui relève de ce qu'on appelle plutôt l'épigénétique, ça, on ne le prend pas en compte. C'est-à-dire, à aucun moment, elle m'a demandé ce que je faisais comme métier, si j'étais beaucoup exposé à des agents chimiques ou à des choses comme ça, etc. Et donc, parce qu'elle n'a pas le temps. C'est pas qu'elle a mal fait son travail, mais c'est simplement qu'elle n'a pas le temps de faire mieux. Donc, ça pose vraiment un problème parce que les maladies évoluent. On a de plus en plus de maladies liées à des contextes environnementaux. Et donc, la santé environnementale, ça demande du temps. Oui, mais est-ce que ce médecin prend le temps de poser 1 million de questions? On pourrait imaginer une organisation, vous avez un questionnaire, vous répondez aux questions, le médecin, il le scanne, et puis après... Bah non, mais parce que le temps médical, c'est une ressource qui est quand même rare. Donc, si jamais chaque médecin prend 1 heure pour poser tout un tas de questions... S'il est mieux payé, il n'y aura pas de problème, il apprendra. Mais dans ce cas-là, il faut trouver l'argent pour le payer. Voilà. Alors, moi, je propose... Vous savez qu'on gagne énormément bien. On gagne énormément ici. C'est une question de répartition. Mais si, on en a en tout cas de l'argent. On gagne énormément. Donc, sachez qu'on peut, nous, demain... Non, mais j'ai entendu parler que tous les plus riches en France là, ne payaient pas d'impôts. Oui. Et c'est pas un gauchiste qui l'a dit, c'est l'ancien ministre des Finances. Alors, la fiscalité, parlons-en, c'est le prochain sujet. Je crois qu'on va... Ça, c'est très mauvais pour la santé. Ouais, de l'argent, il y en a. Il suffit de le mettre là où on veut. Parce que quand il s'agit de faire la guerre, vous savez... Voilà, c'est là où on voit Christian. C'est là où on le reconnaît. Pierre Desproges disait, à propos du Téléthon, je donnerai au Téléthon lorsqu'il faudra faire la quête pour faire la guerre. On a toujours de l'argent pour faire la guerre, on n'a jamais d'argent pour les hôpitaux, on n'a jamais d'argent pour le service public. Et c'est très vrai. Et pourtant, on était en guerre contre le Covid. Bon, je ne sais pas si cette transition est bon, mais bon, non, simplement pour vous dire que à la fin de cette émission, il y aura un grand jeu qui va vous permettre de gagner une croisière pour 2 personnes. Je tease n'importe quoi pour que les gens restent, évidemment. Mais pour terminer sur ce sujet, vous dites on n'a pas le temps, donc. Mais est-ce que quelqu'un, je suis pas sûr de la métaphore que je vais faire, mais si vous allez au restaurant et que vous demandez une pizza avec des anchois et qu'on vous sert une pizza juste avec le coulis de tomate, est-ce que c'est un bon professionnel? Vous allez dire non, il n'a pas bien fait son travail. Et si vous dites non, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps. Donc est-ce que cette notion de temps, finalement corrélée au fait, j'ai pas le temps, donc je fais pas bien mon travail, vous avez compris ou pas? Non. Si, non, mais... Allez, on passe. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps que ça justifie de pas bien faire son travail. C'est là qu'est tout le problème, c'est-à-dire qu'on donne pas, on oblige en 15 minutes et on dit mais comme vous avez la vocation, vous êtes obligé de faire plus. Et en fait, du coup, c'est les médecins et le personnel soignant qui se prend sans arrêt la charge de l'ajustement qui est fait par des gens qui décident de la façon dont se répartissent les ressources et la demande qui est impossible à gérer. Oui, c'est ça, c'est le Donc problème. au bout d'un moment, c'est qui prend, mais ça fait 20 ans que les professionnels de santé en fait sont comprimés comme ça. Et au bout d'un moment, si vous comprimez trop quelqu'un, soit il change de métier, soit il arrête, soit il fait n'importe quoi. C'est vrai. Et je pense que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont comprimés, ils essayent de encore mettre les anchois sur les pizzas. Mais au bout d'un moment, ils n'arrivent même plus à bouger leurs bras. La pizza va même plus dans le four, on sert une pâte. C'est où ils pleurent dans la pizza, je sais rien. Mais... Je ne veux pas relancer les trucs, mais oui, Catherine, vous voulez dire... Je voulais rebondir sur ce que disait Christian. C'est bien. C'est vrai que dans la mesure où un médecin aurait la possibilité... non, pas la fiscalité, sur la possibilité d'interroger le quotidien, donc l'épigénétique et le contexte dans lequel est le patient, mais il faut aussi que le patient ne se donne pas simplement comme un enfant. C'est-à-dire que lui aussi il fasse ses recherches archéologiques, parce qu'il faut être interrogé, mais il faut aussi que le patient se dise, c'est vrai, est-ce que j'ai changé de crème, est-ce que j'ai mis un maquillage ceci, est-ce que, mais il faudrait que je vérifie ce que je mets, etc. Je fais le ménage, mais avec quel produit? Oui. Et en fait, ça demande, les gens disent, oh là là, trop compliqué, vous n'avez pas un produit? Alors, pas de médicaments. C'est ça qui est difficile, c'est que le patient aussi doit rester acteur. Je ne vais pas pouvoir retenir Christian toute l'émission. Oui, voilà, Catherine, toi, c'est vrai qu'on se maquille régulièrement pour des activités nocturnes. Est-ce que tu as choisi à un moment donné... Je fais attention à ça. Tu fais attention à ça. Bon, non mais est-ce que... Je prends des crèmes zéro phtalate et tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le patient, en sachant que le médecin a très peu de temps, il y a une préparation de la visite en amont, pourquoi pas dans un mais futur. Tu vas renforcer le lien avec l'IA et toutes ces... Mais voilà, non, mais peut-être qu'en amont, on peut se faire une espèce... et envoyer ça chez le médecin, et le médecin, il lit... Oui, mais il faudrait déjà une conscience du patient. Le patient n'est pas né parfait, et pauvre de lui, il se dégrade. Il doit être acteur de sa bonne santé toute sa vie. Voilà. Donc, il doit être aussi conscient qu'il y a effectivement un environnement qui est déconnant et comment il va s'adapter, comment il va éviter les mauvaises crèmes, les mauvaises eaux, les machins, etc. Mais ça passe par de la formation. Exactement. Ça passe par la formation. Il faut aussi former le patient, il faut aussi l'informer d'un certain nombre de choses. Oui, parce qu'il n'y a pas les spécialistes qui sont formés et les patients qui sont des bouches de nourrissons qui têtent tout ce qui passe. Il faut pouvoir être acteur, adulte. Attendez. Ça passe par de l'information. On la garde. Ça passe par de l'information. Ça passe par de l'information et de la liberté de pouvoir informer sans être... Qu'est-ce que
vous entendez par tété tout ce qui passe. Oui, je savais que vous alliez l'attraper au vol, mais ça... Non, mais je peux pas vous laisser dire ça. C'était cadeau. Non, mais cette notion de responsabiliser les patients, de toute façon, c'est en vogue. Hein. C'est quelque chose qu'on entend partout, c'est d'être le patient un petit peu plus acteur. Mais après, attention, parce que responsabiliser, ça demande aussi d'avoir du temps de cerveau disponible et de ne pas être saturé par d'autres sujets. Excusez-moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, c'est un sujet passionnant. Dans cette émission, de temps en temps, j'utiliserai cette phrase, je ne peux pas vous laisser dire ça, qui donne un peu d'intensité. Voilà, qui donne de l'intensité, mais qui n'est absolument pas à n'importe quel moment. Qui est bonne à dire à n'importe quel moment, je ne peux pas vous laisser dire ça. Et d'ailleurs, la personne qui dit quelque chose de très pertinent se dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Non, je suis totalement d'accord avec vous, Catherine. Mais on va passer au sujet suivant. Mince. Un peu plus dense. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas réfléchir, on se pose pas sur les... Non, mais on n'est pas là, vous savez, nous on est là pour lancer de la superficialité. C'est ça. Si on était là pour vraiment faire du fond, déjà moi je ne serais pas là de toute manière. Bon, le cancer, fatalité ou pandémie, c'est le prochain sujet d'Expérience Santé. En France, le nombre de cas de cancer a plus que doublé. Je lis, pas de prompteur, comme je vous le dis toujours, je n'ai aucun prompteur, tout ça c'est là et là. Donc, plus que doublé. On va dire un prompteur. Non mais je me félicite de parler de prompteur, pour autant j'ai une grosse anti-sèche. Donc doublé depuis 90, donc plus de doublé, notamment sous l'effet du vieillissement de la population. Ça reste la première cause de décès chez l'homme et deuxième chez la femme. Pourtant, dans le même temps, le taux de mortalité diminue pour plusieurs cancers grâce aux progrès thérapeutiques, etc. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce qu'on est face à une maladie qui progresse ou une maladie que l'on apprend à maîtriser? Donc, c'est un sujet que m'a inspiré Christian. Il m'a dit, voilà, donc on va vous entendre dans un instant. On estime quand même que 40% des cancers sont liés à des facteurs modifiables. Qu'est-ce que ça veut dire des 60% qui restent en réalité? Est-ce qu'on est face donc à cette pandémie silencieuse qui est liée à nos modes de vie? Est-ce que c'est une évolution biologique inévitable? Je vous propose d'écouter l'avis de Jean-Loup Musset, qui est médecin oncologue intégratif et qu'on a interrogé. L'évolution du cancer, elle est très importante parce que c'est vrai. Moi, je vais toutes les semaines, c'est ça ma pratique. J'avais au moins 2 morts par semaine. C'était une moyenne. C'est plus ça. C'est plutôt 2 morts par mois. Donc le nombre de cancers augmente, mais le nombre de gens atteints, mais on arrive à chroniciser, à guérir plus. C'est vrai. Voilà. Après la fatalité derrière. Est-ce que c'est comme ça, les cancers? Oui, avec l'évolution, les dinosaures, il y avait des cancers, donc nous aussi. Et non, moi je crois pas. Je crois que ça fait augmenter. On voit des gens de plus en plus jeunes. La France est le numéro 1 mondial des cancers du sein en incidence. On est numéro 4 pour le cancer du pancréas. Et ça explose, le cancer du pancréas, clairement. On nous annonce que ça va devenir le cancer le plus mortel d'ici 2030. Moi, je crois pas à ces prédictions. Je pense et j'espère qu'on va se bouger. Je prends une étude qui est sortie juste là, février 2026, on va être dans l'actualité, du cancer, tout cancer confondu. Ils ont un cancer sans rémission. Eh bien, ceux qui mangent industriel, comparé à ceux qui mangent pas beaucoup industriel, 57% de mortalité en moins. 57% en moins. Je donne un autre exemple. On mange bio, beaucoup bio, pas beaucoup bio, c'est une étude française 2018. Eh bien, c'est 25% de cancer en moins. C'est en faisant attention à ce qu'on mange, on peut réduire considérablement son risque. Alors 57% de cancer en plus pour ceux qui mangent industriel versus ceux qui mangent non industriel, 25% de cancer en moins pour ceux qui mangent bio versus ceux qui ne mangent pas bio. Donc c'est vrai qu'on peut agir déjà sur l'alimentation, mais est-ce que vous, Martin, en tant qu'épidémiologiste, vous pensez, quand on parle de pandémie, vous pensez que c'est exagéré, c'est adapté? C'est un vaste sujet. Le premier facteur qui fait qu'il y ait plus de cancer, c'est le vieillissement de la population. Donc, c'est pas vrai. Alors attendez, c'est faux. D'accord. Laissez finir Martin. Je vais répondre. Le cancer, ça reste quand même une pathologie qui arrive à un âge avancé de la vie. Si vous prenez la médiane d'âge des différents cancers, vous êtes entre 65 et 70 ans. Donc c'est vrai qu'il faut déjà atteindre cet âge-là pour avoir un certain nombre de cancers. Le fait d'avoir évité une certaine mortalité cardiovasculaire a révélé une augmentation des cancers. C'est ce qui s'est passé chez l'homme et c'est ce qui se passera probablement chez la femme, même si le cardiovasculaire est encore devant le cancer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on observe depuis les années 90 une augmentation de la prévalence des cancers et notamment des cancers à des âges un peu plus avancés que ce qu'il y avait avant, ce qui ne va pas dans le sens de ce que je vous disais avant, mais ça reste le gros déterminant. Mais effectivement, il y a quelques cancers, notamment de la sphère digestive,
essentiellement. Et donc ça pose un certain nombre de questions sur l'exposition que nos systèmes digestifs ont eue, qui pourrait entraîner une augmentation de ces cancers-là, notamment chez les plus jeunes. Et c'est vrai qu'il y a des études d'épidémiologie alimentaire, alors, qui sont toujours à prendre avec des pincettes, parce que c'est très très difficile en fait de bien analyser ces données, parce qu'il y a énormément de facteurs confondants. Mais c'est vrai qu'il semble que les aliments ultra transformés, donc c'est ce que vous dites quand vous dites l'alimentation industrielle. Bon, après le bio, effectivement, c'est un effet, mais qui est moins important. Mais ce qui sort beaucoup, c'est vraiment l'alimentation industrielle versus j'achète des aliments et je fais à manger moi-même. Bah, il semblerait effectivement qu'il y ait des associations qui soient ressorties sur la protection contre ces cancers digestifs qui se révèlent être plus diagnostiqués chez un certain nombre de jeunes, même si l'essentiel des cancers reste diagnostiqué à des âges plus avancés. Pourquoi vous dites qu'il semblerait ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas convaincu ? Non, mais parce que quand vous avez une étude comme ça, c'est une étude qui est épidémiologique, c'est pas un essai thérapeutique randomisé, donc on a des associations, et après on discute les associations avec tous les critères de causalité qui ont été décrits, donc il faut trouver des mécanismes, il faut qu'il y ait un effet temporel, il faut que ce soit vérifié dans le temps, voilà, enfin vous avez ces associations, il faut voir comment ces associations évoluent, mais là il commence à y avoir un certain nombre de preuves quand même sur le fait que manger de la nourriture industrielle augmenterait le nombre de cancers, notamment à un âge plus jeune. Et puis ça ne fait pas que ça. D'ailleurs, ça joue aussi sur les maladies cardiovasculaires, ça jouerait aussi sur certains troubles neurodégénératifs. Donc ce serait quand même pas très bon pour la santé. Effectivement, cette alimentation industrielle est arrivée dans nos vies dans les années 70-80, mais encore plus dans les années 80-90. Et c'est vrai qu'on a changé notre façon de manger, et c'est probablement que c'est un rôle. Alors la France, championne du monde de cancer du sein, explosion des cancers du pancréas, Jean-Louis Musset signale que ça apparaît aussi de plus en plus jeune. Et alors, sur la première phrase de Martin, Christian, vous avez dit non, je ne suis pas d'accord, le vieillissement, pour vous... Mais non, parce que que l'on prenne n'importe quelle maladie, on en meurt plus quand on est vieux. On est plus vulnérable, etc. Et donc, effectivement, il y a toujours ce... Vous dites à quelqu'un, je connais quelqu'un là qui a un cancer ou qui est mort du cancer, à quel âge il avait ? Alors, si on dit il avait 70 ans, là, oui, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Parce que souvent, c'est même quand ça touche des personnes, et même quand on le détecte sur le tard... Mais mon cher Christian, si la personne était née à 60 ans, vous vous doutez bien qu'on n'aurait pas diagnostiqué le cancer à 70. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est souvent la manifestation de quelque chose. Le cancer ne se manifeste pas immédiatement. Entre la cause et la manifestation, il s'écoule souvent beaucoup de temps. Et c'est souvent une cause qui remonte très loin dans le temps. J'ai pas dit le contraire. Et bien souvent, ça touche des gens, on le sait aujourd'hui, il suffit de regarder autour de soi, mais c'est mieux quand c'est sourcé, et il y a énormément de sources aujourd'hui qui montrent que les cancers touchent des gens de plus en plus jeunes. Regardez le nombre de personnes de 70, 80, 90 ans qui assistent au décès de leur enfant, morts d'un cancer. Il y a de plus en plus. Donc, il faut arrêter de dire que c'est uniquement parce qu'on vieillit. J'ai pas dit uniquement, j'ai dit c'est le déterminant principal. Mais quand on regarde notamment les cancers pédiatriques, c'est plus de 24 000 cancers par an pour ce qui est uniquement de la France. Cancer pédiatrique, 0 à 17 ans. On nous dit, alors j'entendais l'autre jour une de vos consoeurs dans une émission de radio avec un animateur de plateau qui se faisait passer pour journaliste et qui disait, ouais, ce sont des bugs embryonnaires. Sauf que le prétendu journaliste n'a jamais posé la question, mais c'est quoi un bug embryonnaire ? Des bugs embryonnaires, on sait ce que c'est. On sait en fait que c'est une exposition donc intra-utérine à des perturbateurs endocriniens qui vont provoquer donc un certain nombre de modifications épigénétiques, donc c'est-à-dire une perturbation de la capacité des gènes à s'exprimer à un moment précis dans un tissu précis et qui va se manifester par un cancer. Ça, c'est les fameux cancers pédiatriques. Les cancers pédiatriques, 0 à 17 ans, avec une mortalité très importante, c'est quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, moi, pendant la période Covid, on avait quelqu'un qui tous les soirs venait nous annoncer le nombre de morts là, pour bien maintenir la pression. Il s'appelait M. Salomon, je crois. Moi, j'aimerais bien que M. Salomon vienne tous les soirs aujourd'hui nous dire le nombre de morts du cancer. Ça, ce serait intéressant. Il vient tout à l'heure, là. Pour justement bien comprendre que ce n'est pas une fatalité, que c'est une pandémie et qu'effectivement, c'est lié à l'environnement. C'est lié... Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, les études ne sont pas claires, etc.
Mais quand on regarde la littérature scientifique, ça regorge d'études qui montrent le lien entre l'exposition à des perturbateurs endocriniens et les cancers. Ça regorge d'études. Vous tapez endocrine disruptor and cancer, puisque c'est en anglais, c'est sur PubMed, c'est le serveur sur lequel sont recensées toutes les études biologiques et médicales, etc. Et vous allez voir ce qui sort, mais c'est faramineux. Aujourd'hui, nier ça, c'est un déni. Personne ne C'est un déni. Personne ne nie. Non, mais on dit toujours oui, mais les études ne sont pas très claires, il faudrait des études pour montrer le lieu de causalité, etc. Non, c'est bon. Alors, je veux dire, aujourd'hui, on a des éléments pour dire que c'est une pandémie. On a les éléments. Mais pourtant, Martin, vous êtes un peu plus, vous avez dit sur les cancers pédiatriques, c'est pas une. Non, mais c'est pas nouveau. Mais par contre, il y a une augmentation. Il y a toujours eu des cancers pédiatriques. Nous, on l'apprenait à l'internat et déjà nos grands-pères l'apprenaient, donc c'est pas vrai que c'est nouveau. Ça a explosé complètement. Qu'il y ait une augmentation. Mais il faut arrêter d'utiliser des mots. Ça a fortement augmenté. Moi, pour parler, j'utilise des mots. Notamment. Non, mais utiliser des mots exprès choquants, il faut utiliser des mots précis dans ce cas-là. Explosé, c'est pas très précis. Donc ça a augmenté de façon importante, comme à des âges supérieurs. Et donc, on s'est posé la question, effectivement, il semble qu'il y a un déterminisme géographique. Donc, on a regardé pourquoi il y avait des zones où il y avait plus de cancers pédiatriques que d'autres. Et on regarde à quoi sont exposées les familles, effectivement. Et c'est des travaux qui sont en cours. Et... Donc, l'environnement, c'est très important. Mais non, mais l'environnement est incriminé. De toute façon, c'est la première cause, effectivement, de cancer. Le tabac, ça donne du cancer du poumon, c'est de l'environnement. J'ai pas regardé, mais en France, par exemple, sur les zones géographiques, vous savez quelles sont les zones géographiques où il y a le plus de cancers pédiatriques Non, mais... Pardon ? Le Nord. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, oui. D'accord, ok. Je peux vérifier. Non, mais je savais pas. Mais il y a certaines zones, effectivement, où il y aurait une augmentation plus importante qu'à d'autres, ce qui ne veut pas dire que c'est pas aussi dans tout le reste de la France, mais c'est vrai qu'il y a un déterminisme géographique, et quand il y a un déterminisme géographique, on se dit effectivement probablement que c'est l'environnement. Notamment, il y a un lien avec les régions très utilisatrices de pesticides. Ça, c'est vrai aussi. Non, mais ça, vous êtes d'accord ? Vous avez été d'accord ? C'est-à-dire les régions où il y a beaucoup d'arboriculture, il y a beaucoup de viticulture, il y a énormément d'utilisation de pesticides. Une pomme, c'est 25 traitements. Donc manger 5 fruits et légumes par jour, mais pas cette pomme-là, en tout cas, il faut l'éviter. En tout cas, oui, pas les pommes non bio, là, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps. 25 traitements par jour, donc, 25 traitements sur la pomme. Donc il y a un lien, effectivement, entre l'utilisation de ces pesticides et l'explosion des cancers. Donc voilà, l'explosion, c'est pas un terme précis. Donc l'augmentation en grande quantité des cancers. L'augmentation en grande quantité, c'est vachement précis en grande quantité. Alors, vachement précis, merci. Est-ce que vous, Catherine, est-ce que vous recevez en consultation? Pourquoi tu rigoles? Parce que oui, c'est vrai que la transition est difficile j'avoue. C'est pour ça que je me tourne vers Catherine. Je ris parce là, tu ris parce qu'il dit comment... qui doit intervenir après le... Parce que le cancer, voilà, qui est aujourd'hui en même temps inévitable, en tout cas dans son environnement, c'est vrai qu'on a tous quelqu'un... Une personne sur 2 ou une personne sur 3, selon le sexe, aura un cancer dans sa vie. Donc c'est sûr. Une personne. Ah ok, là, les morales, il vient de... Une personne sur 2. C'est sûr, bah oui. Ah oui, il y a une... c'est la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez les femmes. Donc c'est sûr que... tous dans nos familles... Oui, non, mais d'accord. Okay. Mais par contre, ce qu'il faut quand même dire, c'est comme le disait le professeur que vous avez interrogé... Jean-Loup Mussier, on salue, merci Jean-Loup. On les guérit de plus en plus. Ça, c'est vrai que les progrès dans le cancer ont été considérables. En France, on est un des pays où on a encore la qualité de soins, c'est un des secteurs où on est les meilleurs. On a les meilleurs centres anticancéreux, les Curie, Gustave Roussy, les Calmette, un peu partout en France. On soigne quand même assez bien. On a des bonnes thérapies encore en France. On a des super équipes. Donc c'est vrai que la mortalité a fortement diminué. Donc ça veut dire aussi que, 1 sur 2, ce cancer, le mot cancer, il fait peur. D'accord, mais il faut aussi qu'on s'habitue à se dire, ok, on va traiter cette maladie, on va essayer de vivre le plus longtemps possible avec, le mieux possible. Et parce qu'on est excellent en soins, mais on est nul en santé. Parce que la santé, c'est pas vrai qu'on est nul en santé. On est un des pays au monde où on a les meilleures espérances de vie. La santé, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de soins. Et notamment, pour faire de la santé, de la prévention, eh bien, il suffirait d'interdire tous ces poisons-là qu'on autorise. Regardez avec la loi Duplon, là, on va encore réautoriser des néonicotinoïdes, c'est encore reparti. Non, mais ça, on sait aujourd'hui que ce sont des poisons. C'est pas parce que vous enlevez les néonicotinoïdes. C'est pas. Attendez, vous dites les pesticides. Vous insistez sur explosion et après Archifo, par contre, oui. Archifo, c'est très précis. Je suis pas d'accord qu'on dise ça. C'est pas vrai. C'est vrai que si on enlevait certains pesticides de l'environnement, on aurait un impact sur le nombre de cancers, c'est sûr, mais on aurait encore beaucoup de cancers. Il faut arrêter de faire des fausses promesses. Il y aura toujours besoin de soins.
Et l'homme, de toute mais je façon, dis pas en qu'il y aura pas besoin vieillissant, de soins, j'ai a jamais des dit ça. maladies. Et J'ai en jamais dit France, ça. on est un des pays au monde avec l'Espagne, le Japon, où on a l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé la plus longue. Donc le fait de dire qu'on est nul en santé, c'est archi faux. Non, mais On est un des pays au monde où on a la meilleure santé. Non, on a un ministère du soin, on n'a pas de ministère de la santé. Bon, moi, tout ça, je pense que vraiment, il y a une explosion de mots que j'aimerais maîtriser. Catherine. Oui. Bon, est-ce que vous recevez, vous, parce qu'une fois qu'on a le mot cancer est lancé, on est un peu perdu. Il y a aussi un effet, il y a un effet placebo qu'on connaît et qui est important. Il y a aussi un effet nocebo qui est aussi délétère et qui va faire en sorte qu'on va peut-être en mourir plus rapidement ou avoir des complications plus rapidement. Est-ce que vous recevez en cabinet des gens qui sont déjà atteints de cancer et qui ont besoin aussi d'un accompagnement par la parole notamment? Alors, de par ma spécificité, les gens qui ont un cancer ne viennent pas vers mon cabinet. Par contre, ce que je peux dire, c'est que en 33 ans de vie professionnelle, j'ai une patientèle qui s'est rajeunie. C'est-à-dire qu'avant, les gens venaient entre 40, à partir de la quarantaine, parce que le sujet de leur couple, de leur sexualité était peut-être plus abordable à ce moment-là. Aujourd'hui, les gens viennent plus jeunes. Et la population était aussi, allée jusque 60, 70 ans. Aujourd'hui, donc, c'est une population donc, plus jeune, plus large, et il y a des cancers. Il y a des gens qui viennent, qui au cours de la thérapie, donc, de mon travail, il va y avoir des déclenchements de cancer, et donc il va y avoir le sujet du cancer qui va s'inviter. Et évidemment, par exemple dans le cancer du sein, ça va être aussi une question sur l'image de soi, sa féminité, etc. Donc effectivement, je reçois des gens maintenant qui ont des cancers, ce que je n'ai jamais eu de ma vie professionnelle, par chance peut-être, hein, je suis tombée que sur les gens qui étaient épargnés, mais il se trouve qu'aujourd'hui c'est dans ma patientèle. Et donc évidemment que moi de toujours, et j'ai toujours invité les gens à bien comprendre que notre travail était un travail psychologique, mais que la psychologie s'appuyait sur une physiologie. Un corps en difficulté n'est pas un psychisme qui peut aller bien, puisque justement on a une lecture de soi défaillante, et puis un psychisme profite de la fragilité du corps pour s'exprimer, puisqu'on disait souvent c'est une maladie psychosomatique. Les gens pensant qu'il y avait les maladies, les vraies, que le médecin soignait, et la maladie psychosomatique, on allait voir chez le psy pour les traiter, comme si on avait inventé une maladie. Ce qui est un truc qui montre bien la difficulté que les médecins et les psys ont de s'entendre pour renvoyer la balle à celui qui est en compétence de soigner ou celui qui nie le réel d'une vraie maladie. Et donc moi, je m'attache beaucoup à exprimer aux gens et à leur faire comprendre qu'il doit y avoir un équilibre santé, qui est donc un équilibre santé psychique et physique, et que donc tout ce qui est, je parlais tout à l'heure d'autonomie et d'être acteur de sa vie, c'est-à-dire qu'est-ce que je consomme, comment je consomme, et qui va me permettre justement de constater que j'alimente, je fais rentrer chez moi ce qui me détruit. Donc évidemment, du point de vue de la psy que je suis, c'est voir ma capacité d'autodestruction pour devenir acteur, pour pouvoir faire un choix dans une société qui, à bien des égards, est déconnante sur les perturbateurs endocriniens, sur les pesticides, etc., etc. Et il n'y en a que trop malheureusement. Mais pour que le patient devienne un peu plus acteur et ne se culpabilise pas de tomber malade. Il faut qu'il soit acteur pour faire de son mieux. Après, il y a les médecins qui l'accompagnent, mais être acteur de sa vie pour améliorer et pas attendre que des lois passent en enlevant des choses ou n'enlevant pas. C'est à lui aussi d'arrêter de manger de l'industriel. C'est à lui aussi de voir que cuisiner avec 3 légumes et une protéine, ce n'est pas compliqué. Mais vous ne vous rendez pas compte, Catherine, mais si, je n'ai pas le temps, etc. Toujours encore cette notion de temps qui est toujours ramenée pour justifier de la mort du petit cheval. Et donc, mon rôle, en tout cas, c'est d'aider les gens à ne pas être dans la parano du monde, parce qu'on n'avance pas avec la parano du monde, hein, on va faire avec la violence du monde, on va faire avec les erreurs du monde, on va faire avec les gros sous mis pas là où il faudrait, etc. Bon, on fait avec tout ça, mais comment moi, je peux circuler pour être un être libre de ma santé meilleure. Donc, essayer d'être un peu acteur de sa santé, mais est-ce que l'explosion du cas de cancer, c'est pas aussi dû à une prise en charge du diagnostic, en fait, qu'il n'y a pas de plus en plus de diagnostics cancer qui passaient auparavant peut-être pour autre chose ou qui n'étaient pas diagnostiqués et donc pas comptabilisés comme en tant que tel. Il y a un effet âge, comme on a dit, et il y a aussi un effet diagnostic, c'est-à-dire que dépistage, en fait. Hein, on dépiste un certain nombre de cancers qu'on va prendre à un stade très précoce. Et parfois, lorsqu'on fait des modèles, on se rend compte qu'il y a des gens qu'on va traiter pour un cancer
qui derrière vont avoir une autre maladie. Et si on ne l'avait pas traité à un stade très précoce, en fait, on ne l'aurait pas forcément vu, donc ça ne compterait pas comme un cancer. Ça, c'est un effet qui joue également. Mais et Christian va réagir, donc je dis, ça n'empêche qu'effectivement, il y a une dynamique à la hausse de certains cancers, il ne faut pas dire tous les cancers, et les cancers digestifs, ce qui laisse penser que l'alimentation, effectivement, pourrait avoir un rôle. Et je suis d'accord, moi j'aime bien votre perception de la psychologie, c'est quelque chose que je mature de plus en plus. Je pense que le psychologue, ça doit aussi être quelque part un coach, et il doit avoir des recommandations pratiques. C'est-à-dire que j'aime bien cette notion-là, c'est-à-dire soyez un acteur, il y a des choses qui ne vont pas, qu'est-ce que vous pouvez changer, qui va changer la situation? Parce que j'ai tendance à penser que même l'état mental dans lequel on se trouve est aussi très déterminant de nos choix. Et donc on a des leviers pour agir, et on montre d'ailleurs que certaines techniques marchent très bien quand on est plus acteur, plutôt que juste en fait être une oreille qui va écouter et accueillir la souffrance. Et d'ailleurs, Jean-Louis Musset, qui est oncologue intégratif, il y a de plus en plus comme ça une prise en charge intégrative du cancer avec des traitements conventionnels, mais accompagnés par des méthodes bien-être pour gérer aussi le stress, et qui démontrent, et de la complémentation aussi, qui démontre une efficacité. Donc c'est vraiment une prise en charge globale. Toi, Jocelyn, est-ce que c'est un mot qui te fait peur, le cancer? Est-ce que, en tant que patient zéro, on va dire, même si patient zéro, on nous a dit c'est le premier patient touché, mais là on a un peu détourné le mot, mais t'en penses quoi? C'est quoi le rapport que tu as avec la maladie? C'est la seule maladie qui m'inquiète un peu, parce que j'ai peut-être un membre sur deux de ma famille qui a été touché par le cancer, déjà toutes les femmes, et il y a eu des cancers chez les hommes, c'est que des plus jeunes, le cancer des testicules ou ce genre de choses, et une femme sur deux, ma mère, ma grand-mère, ma tante. Donc en effet, tout ce que vous dites, tous les trois, j'arrive à me retrouver un peu de ce qui s'est passé dans ma famille, mais je rejoins tout de même Christian sur certaines choses. Il est vrai que, on dit, c'est comme tout à l'heure Christian a dit, on enterre nos enfants. C'est ce qui s'est passé chez moi, c'est-à-dire que les personnes âgées ont enterré leurs enfants qui avaient des cancers beaucoup plus jeunes. Donc il y a aussi un problème de diagnostic. Tout à l'heure on parlait du quart d'heure avec le généraliste. Si on n'a pas le temps, malheureusement, d'échanger là-dessus, il n'y a pas de diagnostic qui est fait tout de suite. Pour reprendre l'exemple de mon cousin, c'est venu sur un mal de dos. Et ce mal de dos, c'est un médecin qui a voulu aller chercher plus loin. Au début, on lui a dit que c'est peut-être dû au sport, ensuite des crampes, ensuite des problèmes de dos, et finalement, c'était un cancer des testicules. Mais si lui n'avait pas constaté lui-même ces douleurs de dos, et ensuite le fait qu'il y ait, comment on appelle ça, un testicule un peu plus important que l'autre, ça passe. Mal de dos, douleur des testicules, enfin douleur au dos. Métastase osseuse, ouais. C'est venu d'un mal de dos, par exemple. Moi, ça me rend hypochondriaque tous ces sujets. Non, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup. Oui, non, mais c'est important. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se palper les testicules fréquemment, non, mais sans rigoler, parce que si on capte quelque chose d'un peu plus dur. Il y a une très jolie vidéo québécoise. Non, mais oui, non, mais c'est. Pardon. Non, mais on peut se faire de l'autodépistage, c'est vrai. Absolument. Mais attendez, Catherine, je vous laisse la parole, mais on se palpe les testicules. S'il y en a une un peu plus grosse. S'il y en a une qui est un peu plus grosse avec une petite dureté, on n'a pas l'impression que c'est la même consistance que d'habitude, effectivement, il faut. Est-ce que vous permettez qu'on fasse une pause et qu'on se. Tu peux faire ça pendant l'émission, c'est très bien. Et les femmes de même de se palper les seins. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui ont découvert leur cancer du sein parce que dans leurs ébats amoureux, leur homme, les caressant, ont trouvé que ce sein avait évolué, qui a fait la préoccupation. Il y a d'ailleurs une très jolie petite pub québécoise que je vous invite à retrouver sur le net. On va la passer maintenant. Qui sont avec des petits cochons d'Inde qu'on appelle au Québec des couilles. Et donc, en fait, tout le truc est sur comment on doit palper, caresser les couilles, etc. Il y a des couilles différentes. C'est là qu'on vous attendait. Et c'est très... Non, mais elle est très mignonne. Non, mais souvent, c'est le partenaire qui découvre en touchant l'autre. Dans la palpation. D'où l'importance, et là j'en reviens, là je fais sur mon sujet, de prendre le temps d'être dans l'ici et maintenant et de se toucher, mais c'est pas le tout de se toucher. C'est d'être dans le toucher. C'est pas du préliminaire, c'est du diagnostic. Non, mais c'est quand on se touche, on pénètre la peau de l'autre, la consistance de l'autre, on est inspiré par le ressenti de l'autre. Et c'est un vrai toucher, c'est pas... Oui. Pas un truc parce qu'il faut le faire, c'est dans la gymnastique amoureuse. Écoutez vraiment. Moi, là, on est parti. C'est être dans. Oui, vous avez raison. On est parti. Qu'est-ce que vous le palpé testiculaire, qu'est-ce que vous en pensez, Christian? Moi, vous êtes pour. Justement, alors, on va voir la pub dont Catherine parlait à l'instant, parce que vous savez que les choses sont très bien faites ici. Regardez la pub et on revient.
Regardez-là. Mais non, bien sûr que non, on va pas la trouver, c'est n'importe quoi. Ah, mais si. Mais t'imagines que le truc professionnel, je sais même pas si on a le droit de la diffuser, c'était juste du bluff, mesdames, messieurs, c'est du bluff, on n'a pas la pub, mais ça ne nous trouvez-la. intéresse Ça pas. montre que l'émission n'est pas préparée. Et voilà. Ah, quel foutoir, je vous dis qu'il devrait envoyer les sujets à l'avance, Mais qu'on ait un non. truc un peu Mais structuré. non, mais après, mais bon, T'en vois pas. visualiser, ça, visualiser la pub, voilà, on y est, voilà, merci. Le troisième sujet de cette émission, puisque maintenant, voilà, Valentin a balancé le truc, et ça tombe bien parce que j'étais en train de me laisser déborder par le temps, puisque là, il y avait encore un autre sujet qui venait avec cette palpation des partenaires, le toucher, qui est passionnant, et ce ne sera pas pour tout de suite, puisque maintenant... C'est dommage, c'est très vrai. Hein. Mais oui, Ouais. mais c'est vrai, c'est vrai, mais bon. Est-ce que l'IA, aujourd'hui, est en train de remplacer notre intimité? Et ça, l'IA ne pourra pas faire ce toucher, justement, et la transition, elle est là, Absolument. testiculaire ou mammaire, elle ne pourra pas le faire. Donc, voilà, mais est-ce qu'elle est en train, néanmoins, de remplacer notre intimité? Est-ce qu'on se confie plus à une IA qu'à notre partenaire? Est-ce qu'on est mieux compris par une IA que par notre partenaire? Regardez ce sujet signé Christian Blanc et Réginald Deray. L'IA entre-t-elle dans l'intimité du couple? Sexualité, argent, frustration, doutes amoureux, santé mentale, autant de sujets que beaucoup de partenaires peinent encore à aborder. Mais aujourd'hui, une nouvelle interlocutrice s'invite dans ces zones sensibles, l'intelligence artificielle. La gêne, la peur du conflit ou du jugement freinent souvent la communication dans le couple. Or, l'évitement répété des discussions difficiles est associé à une baisse de satisfaction relationnelle à long terme. Les tensions financières, elles aussi, figurent parmi les causes majeures de rupture. Et c'est dans ce contexte que l'IA peut apparaître comme un espace neutre, sans jugement, sans réaction émotionnelle immédiate. Certains utilisateurs disent s'y sentir plus libres pour exprimer doutes ou fragilité. Mais cette évolution interroge. L'intimité se construit en effet par la vulnérabilité partagée. Si les confidences se déplacent vers l'IA, ChatGPT, Gemini, le lien émotionnel risque-t-il de s'affaiblir? Et puis, quand on se confie à une IA, elle est souvent d'accord avec nous, ce qui peut renforcer une vision unilatérale des conflits. Alors, l'IA est-elle un simple outil pour mieux préparer le dialogue ou le signe d'une mutation plus profonde du couple moderne? Merci à nos envoyés spéciaux, évidemment, sur le terrain, mais ceci étant, le discours est pas mal. Vous en pensez quoi, Catherine? Je suis entièrement d'accord. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, il faut définir ce qu'est l'intimité. On a tendance à la réduire à la sexualité. L'intimité, c'est un espace réel ou symbolique dans lequel l'individu va pouvoir exprimer sans mise en scène, sans masque, son ressenti et ses émotions. Donc, effectivement, face à l'IA, il y a un cadre tout à fait propice à cela, où il n'y a aucune inquiétude pour pouvoir livrer cet émotionnel. Donc, encore une fois, l'intimité, ça peut être une intimité émotionnelle, ça peut être une intimité dans le rapport au corps, ça peut être une intimité existentielle, pouvoir dire je ressens, je souffre, etc. Ou une intimité aussi sur le plan des émotions, j'ai peur. Voilà, toutes ces intimités-là existent. Et l'intimité sexuelle peut être un cas d'intimité, mais elle ne la garantit pas. Parce qu'effectivement, nous pouvons faire l'amour les uns avec les autres sans être dans un partage d'intimité, parce qu'on est dans une mise en scène, parce qu'on est dans une vision un peu factice ou performante de soi-même pour plaire à l'autre, répondre à l'attente de l'autre, etc. Donc en fait, c'est une erreur de croire que dans la culotte, il y a l'intimité, puisque c'est ce qu'on va pouvoir faire de nous-mêmes ou révéler de nous-mêmes qui va traduire ou non de l'intimité. Face à l'IA, évidemment, il y aura un retour qui est d'accueillir et sans jugement, donc un confort absolu. Face à un être, il y a toujours le risque. Et la question qui se pose, c'est pas tant est-ce que l'IA va remplacer ou va l'intimité de la relation, c'est à quoi renonçons-nous en allant vers l'IA, à cette part notamment de risque qui rend l'intimité beaucoup plus forte. Parce que je t'ai fait confiance. C'est-à-dire, non seulement je te livre quelque chose de moi qui est personnel, mais en plus, je te fais confiance et je constate que j'ai eu raison de te faire confiance, donc je vais beaucoup plus loin dans mon intimité. Donc, c'est le rapport à notre intimité, c'est aussi prendre un risque. Or, le risque de l'IA, c'est de ne plus pouvoir faire sans
ce potentiel-là, c'est de chercher exclusivement le confort, exclusivement la sécurité, et donc, sorti de là, remettre son masque, d'ailleurs on dit sa personnalité, ça vient du grec persona, le masque, et donc on se chausse de masque dans nos rapports aux autres, et face à l'IA, on serait tout d'un coup des vraies personnes. Mais ce qui va du coup générer des relations humaines détériorées, puisqu'on n'a pas fait on n'a pas établi le cadre de la confiance relationnelle, de la relation intime. Moi, je remarque que quand vous parlez, personne n'ose vous interrompre. Non, Ça, c'est la première chose. Oui, non, mais parce qu'on réfléchit en même temps, on se dit oui. Et pendant qu'il y avait le sujet, vous disiez... Voilà, mais oui, mais Catherine Blanc, mesdames, messieurs, public. Martin, vous disiez que c'était intéressant. Non, c'est très intéressant. Alors, je citerai plusieurs sources. D'abord, il y a une grande étude d'Harvard qu'on cite tout le temps, mais je la recite encore parce que je l'adore. Donc, ils ont suivi des gens sur tout le long de leur vie pour essayer de voir les déterminants du bonheur. Et en fait, le premier déterminant du bonheur, jusqu'à la fin de sa vie, c'est les relations sociales qu'on va avoir, mais les vraies relations sociales. Donc, et ce qui est une autre donnée qui est intéressante pour les gens qui sont un peu plus âgés, c'est que en fait, le bonheur dans la deuxième partie de vie dépend essentiellement des relations sociales que vous avez à 50 ans. C'est-à-dire qu'en fait, à 50 ans, il faut se mettre en position d'avoir des gens avec qui on a une vraie relation. Et c'est ces relations-là qui détermineront en fait toute la suite de votre vie, y compris votre espérance de vie. Donc ça c'est intéressant. L'autre chose aussi, c'est que le problème en fait de l'IA, c'est qu'elle va venir capter votre attention et votre potentiel relationnel. Et donc effectivement, c'est des sujets que vous n'allez plus aborder avec quelqu'un, et donc vous allez perdre ces relations sociales. Et moi, je pense que la relation sociale, c'est le capital le plus important des années à venir. Et donc en fait, on va s'intoxiquer par des choses qui sont très attractive a priori, parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont d'accord. L'IA, elle est aussi très intelligente, donc en fait, elle va systématiquement vous donner quelque chose de pertinent, quelque chose de réconfortant, parce que ça va aller dans votre sens. Et en fait, quelqu'un qui va être un peu moins parfait sur le terme du savoir et sur le côté reward positive, du coup, vous allez le déprioriser. Et en fait, c'est comme un poison qui va venir prendre la place de quelque chose qui est pourtant très important pour vous. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux chez les beaucoup plus jeunes. Et ça a été catastrophique parce que ça, en fait, c'est une drogue numérique qui a pris la place dans l'espace mental des jeunes filles, notamment. Et ça s'illustre par des explosions d'épisodes dépressifs et d'idées suicidaires chez les jeunes filles. Et donc, j'ai peur que l'IA, ce soit quelque part un petit peu la même chose, avec quelque chose de moins émotionnel, mais de plus analytique, mais qui va venir, en fait, capter notre cerveau et nous empêcher de faire ces relations sociales qui sont très importantes. Donc, je pense que c'est un nouveau toxique, même titre que les perturbateurs endocriniens, et qu'il va falloir en fait se responsabiliser parce qu'on va avoir envie d'y aller. Il va falloir se retenir un petit peu de faire du live. Et je sais parce que moi j'en fais beaucoup, donc je parle en tant que. Non, Catherine, vous avez dépassé votre temps de parole. Ah oui, mais je voudrais quand même dire quelque chose. Non, c'est trop tard. Ah non, ça c'est mon sujet. Juste dire que, surtout qu'il y a une autre étude qui montre que, je ne me souviens plus laquelle, pardon, on avait fait une expérience avec des singes, des petits singes, des petits bonobos, et on les avait éloignés de la communauté. Et on s'était rendu compte que bien qu'il ait tout pour survivre, c'est-à-dire nourriture, etc., le fait de ne pas être dans une vie sociale, il se mourait, il devenait déprimé, etc. Et ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'effectivement, on va être dans un cadre de confort, mais le problème, c'est qu'on est dans une intimité narcissique, c'est un peu masturbatoire. C'est-à-dire que l'IA va me renvoyer, elle est intelligente, elle va servir, elle va m'interroger sur moi-même, elle va servir ce que je suis apte à écouter, bien évidemment, elle a compris quel était mon axe, et elle ne me détourne pas nécessairement ce que fait une relation dans l'altérité. Non, mais alors attendez, les bonobos, il n'avait pas forcément l'IA. Donnez ChatGPT au bonobo, vous allez voir. Alors ça sera pour votre expérience avec vos multiples envoyés spéciaux. Reportage aux eaux de Beauval. En l'occurrence. Jean-François Damien. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'ailleurs, on observe que nous avons besoin d'échanger avec l'autre parce que cette espèce de fight avec l'autre va nous permettre de mûrir, de grandir, d'asseoir aussi ou de donner de la place à notre légitimité. Et à la fois, il ne faut pas attendre, et nous le voyons tous, nous en faisons tous l'expérience, qu'un seul être soit le lieu de notre intimité. C'est à ce titre que je séparais toutes les intimités, la sexuelle, l'émotionnelle, l'existentielle, etc. Parce que si vous regardez dans votre vie, vous ne livrez pas tout à un seul personnage. Il faut plusieurs partenaires.
Très bien, on a compris votre... Vous avez un meilleur ami... échangiste et libéral. Aucun problème. Merci beaucoup, Catherine. Vous avez un meilleur ami, vous avez une personne avec qui vous refaites le monde, vous avez une personne qui vous challenge intellectuellement, et vous ne le faites pas avec le même personnage, d'abord parce qu'il vous déçoit, il n'est pas à la hauteur sur tous ces sujets, et aussi parce qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier, parce qu'on essaie justement de se protéger d'ouvrir le champ de la liberté de notre intimité. Bon, alors Christian, moi, ce qu'a dit aussi Martin, perturbateur endocrinien, est-ce que l'IA, c'est pas un nouveau perturbateur endocrinien? Parce qu'il joue le rôle mimétique. Moi, je retiens votre histoire de la clé, etc. En fait, il joue tous les rôles, mais au bout du compte, il n'y a pas la vulnérabilité. Là, je suis d'accord, Martin. Non, pour moi, et le parallèle avec les réseaux sociaux est très pertinent, parce que c'est une artificialisation, pour moi, de la relation humaine, quoi. Les réseaux sociaux, c'est ce qui permet de vous rapprocher de vos pseudo-amis qui sont loin et qui vous éloignent de vos vrais amis qui sont près. Et là, c'est toute cette artificialisation où on fait confiance à une machine, parce que c'est rien d'autre qu'une machine, pour se substituer à une véritable relation. Pour moi, c'est un véritable toxique, effectivement. Et bon, voilà, j'ai pas l'expertise de notre ami, mais c'est quelque chose, moi, qui me fait énormément peur. Voilà, donc tout ce qui se substitue à la relation humaine me fait extrêmement peur. Alors, Jocelyn, toi, est-ce que tu as déjà confié des choses à l'IA que tu n'as pas osé confier à ta partenaire qu'on salue? Qui nous regarde. Sans pression. C'est vrai qu'il y a des choses que je confie à l'IA et que je ne confie pas à ma partenaire. Comme quoi Comme quoi, des petites choses personnelles par pudeur aussi. Mais je rejoins Catherine sur l'effet masturbatoire En gros, c'est vrai qu'il y a la réponse qu'on a envie d'entendre. Il n'y a pas ce conflit avec... Non, mais qu'est-ce que tu as rêvé? Qu'est-ce que tu as confié aujourd'hui? Ça, il y a prescription. Mais il ne va pas le dire à tout le monde alors qu'il n'a pas dit à sa partenaire. Mais si, non, mais par exemple, pour avoir un exemple concret de tiens, ça, l'IA, ok, et après peut-être à un partenaire, ou c'était quoi? C'était un truc de santé? C'était un truc en lien avec l'argent? J'ai parlé du manque de confiance en soi. Il m'est arrivé de parler de ça. Mais comme on le faisait avant avec un journal intime. On se parlait, on se... Oui, mais journal intime ne répondait pas. Là, c'est vrai que l'IA, elle va renvoyer un truc. Est-ce que ça t'a fait progresser? Est-ce qu'après, tu as été en parler à ta partenaire quand même ou pas? Non, pas spécialement. Par exemple, quand tu caches énormément de choses à ta partenaire qui nous regarde. Quand j'ai l'impression d'avoir tort, quand j'ai une réaction qui me paraît pas correcte, je tape carrément la situation. Voilà ce qui s'est passé dans mon couple. Mais ça, c'est excellent. Alors, avec mes enfants, j'ai réagi de telle façon. Je culpabilise. Qu'est-ce que tu en penses? Et après, s'il y a, alors c'est vrai, tiens, ça c'est un bon sujet. On se dispute. On a une espèce de confrontation avec le partenaire. Le fight, parfois nécessaire aussi pour arrondir les angles. Fight oui, pour verbal, nourrir la situation. On peut pas être que dans... Est-ce que on peut aller voir une IA, ChatGPT, bon, j'ai dit ça, machin, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, t'as raison, machin, tu vois. Tiens, au fait, t'as vu, ChatGPT, il m'a dit que j'avais raison, donc tu vas la fermer. Est-ce qu'on va chercher une validation aussi? Est-ce que tu as donné ça comme un argument? Genre, c'est ton avocat? Non, c'était plus dans le sens, pas est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison, c'est comment gérer mieux le conflit. Ça m'est arrivé de poser des questions pour gérer... En fait, le biais, c'est la question. C'est comment se pose la question. Mais oui. C'est plus de toute façon. Et ça t'a servi? Ça a servi? Non, mais comme dit Catherine, ça me rassure. Voilà, parce que ça renvoie à quelque chose. Après, Catherine aussi donne pas mal de tips... pour créer des excuses quand on est infidèle ou ce genre de choses. On a juste écouté Catherine. Voilà, c'est ça. Il faut aller voir ailleurs. Oui, elle a dit, il faut aller voir, je ne peux pas te confier. Il faut pas avoir tous les œufs dans le même panier. Pas du tout la pluralité des partenaires. On a compris la même chose. Nous pourrions faire une émission sur l'infidélité, mais là, en l'occurrence... On pourrait faire un sujet sur l'infidélité. Ou est-ce que la fidélité, c'est de mettre tous les œufs? Un reportage. Non, allez, on enchaîne avec, parce que c'est quasiment la fin de cette émission, et on finit avec... Le Nutridico, c'est parti. Le Nutridico. Le Nutridico. Alors évidemment, ce générique, Nutridico, cherchez le lien avec les... Non, mais il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire qu'on fait comme on peut, en vérité. Vous connaissez le principe du Nutridico ou pas? Je vous le réexplique notamment pour Catherine qui me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ce qui prouve la fidélité aux émissions. Non, c'est une façon de dire « Oh là là, mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire ?» C'est le jeu plébiscité. Vous savez, quand on me demande les droits, on n'arrête pas de me demander les droits. Ah oui. Attendez, alors, bravo. encore maintenant, là, écoutez, téléphone sonne. Si ça vous fait gagner des sous. Si ça vous fait gagner des sous, je ne veux pas. J'ai dit 3 fois. Attendez, je ne sais pas. C'est un jeu qui est particulier, mais vous le savez, on vous donne des définitions de mots et vous devez trouver le mot en question. Vous avez 1 minute pour trouver le mot correspondant à la définition.
Alors au début, c'était très nutri, et on a élargi à une nutrition, voilà, santé, etc. Et c'est un abécédaire. Donc premier mot à trouver commence par la lettre A, B, C, etc. Vous avez 1 minute. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez passer. 1 minute, ça passe vite. Donc n'hésitez pas à passer et pas rester bloqué. On va jouer ensemble. Voilà. On joue ensemble. On joue ensemble. On n'a jamais atteint le Z. Hein. On n'a jamais atteint le Z. Ah, parce que c'est chronométré. Donc avec la même question, c'est toutes les lettres. Vous allez voir. 1 minute totale. Vous allez voir. Ah oui, d'accord. Je sens qu'on n'a pas réuni les plus intelligents non plus. Je sais pas si on va dépasser le A. Je sais pas si. Alors, je pensais. Première fois, on est resté au A. La première fois, on est resté au A, ou une autre fois, la personne a dit un mot qui commençait par le J. Non, parce que c'est nouveau à chaque fois. Bon, allez, c'est parti, 1 minute, et n'oubliez pas que. C'est généré par IA. Ce jeu Ouais. Pas entièrement, mais vous savez, est-ce que nous-mêmes, on n'est pas déjà de l'IA? Est-ce que cette émission est réelle ou est-ce que c'est une expérience santé? Si vous voulez jouer chez vous pour gagner, allez, on enchaîne. Un panier garni. Un panier garni, on pourrait faire gagner des, je sais pas, si vous avez une idée de quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à un téléspectateur qui regarde et qui veut gagner un truc? Rien, Martin? Ok, Christian? Un panier bio. Un panier, ouais, ça c'est un truc qui... Vous le recevrez jamais, je peux vous le dire. Mon spectacle, moi. Ah voilà, une place pour le spectacle de Jocelyn qui sera au Blanc Manteau le 29 février 2027. Bravo. Non, mais pourquoi pas? Le 29 février 2027. Il est dur. Bon, non. Parce qu'on sait que Joss est la scène. Parce qu'il aime transmettre maintenant. Donc c'est vrai qu'il favorise les cours de stand-up au spectacle et je lui dis mais quand est-ce que... La scène, j'y vais, j'y retourne, je reviens. Ouais, tu vois, enfin, des fois il rentre dans un théâtre, il ressort. Bon allez c'est parti. Attention, on démarre par la lettre A. C'est parti, lettre A, 4 lettres, nom masculin, plante grasse dont le gène interne est utilisé notamment pour apaiser et hydrater la peau. 4 lettres. L'aloe vera. L'aloe, merci. Lettre B, 8 lettres, nom féminin, micro-organisme unicellulaire. Certaines espèces sont utiles à l'équilibre intestinal. Bactéries, bonne réponse. Lettre C, 9 lettres, nom masculin, protéines structurales très abondantes dans le corps, impliquées dans la solidité de la peau, des tendons et des cartilages. Bonne réponse. Lettre D, 8 lettres, nom féminin, messager chimique du cerveau, impliqué notamment dans la motivation, la récompense. Dopamine. Bonne réponse. Lettre E, 6 lettres, nom féminin, protéines qui accélèrent une réaction chimique dans l'organisme. Digestion, métabolisme, etc. Lettre quoi? E. Vous pouvez passer. On passe alors. On passe. Lettre F, 5 lettres, nom féminin, composant végétal peu ou pas digéré qui favorise le transit et nourrit une partie de la flore intestinale. Fibre. Lettre G, 7 lettres, nom masculin, sucre circulant dans le sang. Principale bonne réponse. Lettre H, 11 lettres, nom féminin, état d'équilibre en eau de l'organisme. Homéostasie. Essentiel aux fonctions physiologiques, température, circulation, etc. C'est l'hydratation. Et franchement, bravo. Est-ce qu'on peut avoir... Voilà. Et bravo. J'étais mal parti sur le A, l'aloe. C'était quoi le... Parce que c'est triché, aloe vera. Donc c'est pas 4 lettres. Oui, bah non, ouais. Voilà, si on peut pas vous faire des petits pièges, voilà. Pas sur la première lettre. Pas sur la première lettre. Si on peut pas tricher pour faire passer pour des imbéciles, à quoi sert ce jeu? Non, un petit piège sur le Z, d'accord. Et alors, lettre E, 6 lettres, nom féminin, protéine qui accélère une réaction chimique dans l'organisme. Enzyme. Ah oui, bien sûr. Et ben voilà. Ouais, oui. Non, mais ça, c'est le nom générique, c'est pas le nom d'une protéine particulière. Une enzyme. Excusez-moi. La définition est excusez-moi, je peux pas vous laisser dire ça. La définition est pas bonne. Non, mais la définition est pas bonne. La définition n'est pas bonne. Oh, le mauvais joueur. Ah non. La définition n'est pas bonne. Mais Martin a trouvé brillamment. Une enzyme, c'est une protéine qui catalyse une réaction chimique. Mais dites qu'il dit n'importe quoi. Non, il a trouvé. Il a trouvé malgré une définition approximative. Erroné, ouais, c'est vrai. Bon, écoutez, ce jeu vaut ce qu'il vaut. Bon, peut-être que je vais céder les droits finalement. C'est très bien. Merci à vous d'avoir été dans Expérience Santé. On se retrouve la fois prochaine avec peut-être les mêmes invités ou d'autres. Mais n'oubliez pas, si vous êtes sur Nutri TV, de vous abonner, créer un compte. Vous pouvez la regarder cette émission gratuitement. Et sinon sur YouTube, de mettre un petit pouce en haut. Les pouces en bas sont effacés. Puis des commentaires aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. Et à bientôt. Au revoir.